Bonjour, Madame Marty. Bonjour. Docteur Marty, devrais-je dire, puisque c'est votre travail depuis 25 ans. Vous venez tout juste de partir à la retraite, je crois. Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, donc c'est très très récent. Et d'après mes sources, il me semble que vous avez fait donc l'école d'homéopathie de Toulouse. Oui, j'ai pratiqué à l'EPSO de Toulouse. L'EPSO de Toulouse. Et vous avez fait votre formation de médecin à Lille, c'est cela? Oui, En partie, 3 ans à 3 ans à Toulouse. Et j'ai fini à Lille. Et vous avez terminé à Lille. Bien. Et là, donc, depuis que vous avez terminé cette carrière dans la partie homéopathique, car vous l'avez fait aussi en tant que médecin généraliste, vous avez décidé d'offrir finalement aux particuliers qui peuvent être intéressés par cela vos connaissances et votre expertise en homéopathie. Oui, c'est cela. C'est cela. Et alors, pouvez-vous m'expliquer un peu qu'est-ce qui vous a poussé à tout ça, à l'homéopathie, d'une part, en tant que médecin généraliste, et aussi ensuite à décider de former? Ben, disons que moi j'ai commencé d'abord une médecine assez classique, hein. J'ai même fait anesthésie, puis je suis venue à l'homéopathie parce que ça a très bien fonctionné sur moi. Voilà, une amie homéopathe m'a soignée et j'ai arrêté les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Hein. J'ai été très satisfaite de cette médecine et donc du coup j'ai eu envie de le pratiquer. Voilà. Donc j'ai fait l'école, ce qui m'a donné très envie de m'installer. Et à 80% je soignais ma patientèle avec de l'homéopathie. Pendant plus de 25 ans? Pendant plus de 25 ans. Ouais. Et tout âge, toute pathologie. Hein. Des plus jeunes Oui, aux plus des anciens. bébés jusqu'aux vieillards, etc. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Oui, oui, ça marche. Ça donne des résultats intéressants qui permettent d'améliorer le terrain, c'est ça? Tout à fait. On soigne fort bien l'aigu, parce que des personnes pensent souvent que l'homéopathie, c'est une médecine qui modifie certes le terrain, mais qui n'agit pas dans l'aigu, alors que ça agit très très bien dans l'aigu, même mieux dans l'aigu. Et aussi, ça rééquilibre le terrain. C'est une médecine intégrative aussi. Et alors, qu'avez-vous donc appris qui peut donner une idée aux gens de ce pourquoi? Parce qu'on dit toujours que l'homéopathie, c'est quelque chose où il n'y a rien dans les produits. Alors, il me semble qu'il y a des teintures mères en homéopathie, et qu'il y a aussi des granules, et que, peut-être pas en France, mais il me semble qu'il y a des endroits où on utilise la piqûre en homéopathie. Alors, il faut d'abord faire la différence entre les teintures mères qui ne sont pas de l'homéopathie, justement. Ah, d'accord, voilà, je me trompais, vous voyez. La teinture mère fait partie de la phytothérapie. Ah, d'accord. L'homéopathie utilise le deuxième principe d'aliment qui est la dilution. Donc en centésimale ou en décimale, et même dans certains pays, on utilise les corsacoviennes, un peu en France. Qu'est-ce que c'est les corsacoviennes? Alors, d'abord, je vais vous expliquer d'abord les dilutions décimales, c'est-à-dire qu'on va prendre une goutte de substance qu'on va diluer dans 10 gouttes, et ainsi de suite, on est en décimale. En centésimale, vous allez prendre une goutte de substance que vous allez diluer dans 100. Ah, c'est beaucoup plus important. Voilà, donc on est en centésimale. La corsacovienne, ça fait partie un petit peu de quelque chose qui nous paraît un peu absurde parce qu'il n'y a plus de produit vu qu'on lave le tube à chaque fois. D'accord. Et on redilue. Donc ça, on est dans l'énergie pure. Alors, dans l'énergie pure, alors parlez-nous un petit peu plus de cette particularité finalement de l'homéopathie qui fonctionne sur la similitude, d'après ce que j'ai compris, entre le produit et le problème de la personne, le trouble qu'a la personne. Tout à fait. L'inventeur de l'homéopathie allemand s'est inspiré des lois de similitude déjà connues de l'Antiquité. Paracelse déjà connaissait un petit peu ce principe, selon quoi une substance qui entraîne des effets toxiques chez l'homme sain inverse ses effets chez l'homme malade. Ah oui, ça c'est un cas très particulier et très intéressant. C'est très intéressant. Et Hahnemann a utilisé justement cette similitude pour étudier tous ces remèdes au XVIIIe siècle. Il a écrit l'Organon et il a expérimenté tous ces remèdes sur lui ou ses collaborateurs. Mais il avait des effets toxiques, donc il a dilué jusqu'à obtenir la même action sans les effets toxiques. Voilà, donc le but d'Hahnemann, c'était d'enlever tous les effets toxiques. Donc finalement, ces fameux effets secondaires dont on parle de plus en plus, qui pourraient aussi être enlevés de ce fait-là. Est-ce qu'un organisme
qui n'a pas besoin d'un produit homéopathique, même si on le lui donne, peut avoir des effets secondaires? Alors, oui et non. Ah, voilà. Oui et non, parce que Une question effectivement, que la je plupart pose. du temps, quand j'ai utilisé mes remèdes homéopathiques, je n'ai jamais eu d'effet secondaire. Sauf que la pathogénicité d'un remède homéopathique, c'est-à-dire que pour connaître les effets de l'homéopathie sur l'homme sain, on appelle la pathogénésie, on va lui faire prendre tous les jours, sans arrêt, le remède homéopathique alors qu'il n'a pas de symptômes pour faire apparaître les symptômes. Ah, on peut faire apparaître un symptôme. On appelle ça une pathogénésie. Ah, d'accord, donc ça a été mis en évidence. Oui, on demande à expérimenter et pour trouver de nouveaux remèdes, on expérimente de cette façon-là. D'accord, autrement dit, ça a vraiment un effet. Ah, là, on peut penser que c'est un effet. Ce n'est pas anodin. D'accord. Il faut faire d'ailleurs Donc, très attention quand on en prend et savoir arrêter à temps. D'accord, donc la découverte d'Hahnemann, c'est ça qui vous a amené à être, et puis surtout ce qui vous est arrivé à vous, c'est-à-dire que vous-même vous êtes rendu compte que ça vous guérissait là où d'autres médecines ne vous guérissaient pas complètement. Oui, tout à fait. La médecine classique ne me guérissait plus et au D'accord. contraire, elle m'aggravait. Oui, voilà, c'est peut-être les effets secondaires qui aggravaient. je ne Oui, sais tout pas, à fait. Quand on prend des anti-inflammatoires ou des antibiotiques au long cours, on commence à avoir les pathologies qui vont avec. qui vont avec. Voilà, tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, les deux principes de l'homéopathie, c'est à la fois la similitude et les dilutions infinitésimales. Tout à fait. C'est ça. À laquelle on pourra ajouter la trituration. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la trituration? La trituration, c'est-à-dire que chaque fois qu'on dilue, dans une centésimale ou une décimale, on triture le tube. On n'appelle pas ça des succutions, un truc comme ça, c'est un mot, Dynamisation. Dynamisation. Voilà, où on remue. Ouais. Et oui, alors il y a des appareils à remuer. Ah oui, c'est un appareil. Oui, oui, parce que sinon à la main ça doit quand même voilà. être difficile. Oui, parce qu'il faut remuer de certaines façons pendant tant de temps. Oui. Ah oui, en plus. Et donc on peut pas... Une fois j'avais rencontré un médecin qui allait au Pérou pour apprendre aux gens à faire leurs produits homéopathiques. Oui. Et il expliquait le principe des succutions. Oui. Donc je me suis dit, ça peut peut-être être fait par nous, ça. Ah, il y a certains. Alors, j'ai connu certains médecins unicistes qui faisaient eux-mêmes leur dilution. D'accord. On pourrait le faire. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même plus simple. Oui. Si on doit remuer 1000 fois. Oui, puis il faut avoir toutes les souches. Puis avoir... Ah oui, puis il faut avoir les souches. Il faut avoir toutes les souches, il y en a plus de 300. Ah d'accord. Ah, il n'y en a pas plus que 300. 380 exactement. Ils en ont supprimé là beaucoup avec l'Europe. D'accord. Dû... Des souches, c'est quoi une souche? La teinture mère. C'est la fameuse teinture mère. Les souches qui peuvent être minérales, végétales, organiques. D'accord, donc ça peut être issu d'un organe. Alors quand on dit organique, on va plutôt parler des animaux. Par exemple, la pisse qui est à partir de l'abeille, voilà, ou à partir d'araignées, voilà, et ça c'est organique. On peut faire de l'organothérapie, mais là ce n'est plus tout à fait pareil. C'est plus la loi de la similitude. Ah oui, ça c'est encore analogique. C'est encore analogique. Okay. Les détracteurs disent que c'est pas une médecine reconnue scientifiquement. Non. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors ils veulent dire par là que les chercheurs arrivent ponctuellement à faire des expériences valables sur les dilutions infinitésimales, mais souvent c'est peu reproductible. Et ça, la science n'accepte pas qu'on ne puisse pas reproduire à l'infini une expérience qui peut marcher ponctuellement. Et comment pouvez-vous, finalement, dire, mais ça s'explique parce que... Alors, moi, je ne suis pas chercheuse. Moi, je n'aurai jamais d'explication. D'accord. C'est une médecine empirique, hein, comme les vaccins ont été empiriques aussi. Oui, les vaccins, à la même époque. Comme actuellement, d'ailleurs, où on utilise un vaccin qui est finalement diffusé dans la population de façon empirique, puisqu'il n'a pas eu le temps d'être vraiment testé. Tout à fait. Et puis, donc c'est totalement empirique ce qu'on est en train de faire. Et puis il faut dire qu'on a utilisé les vaccins sans en connaître tout à fait leur action, leur action, comment ça fonctionnait pendant 100 ans. Oui, et voilà. pourtant on les a utilisés. Et pourtant on les a quand même utilisés parce qu'on s'est rendu compte que ça avait des effets. Ah bien oui, bien sûr. D'accord. Donc pour l'homéopathie, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, ça a 150 ans d'âge. Oui, bien, au moins, bien, non bien, au moins. Bien sûr. Et
Combien y a-t-il en gros de médecins homéopathes en France, dans le monde? J'en sais rien. Alors, dans le monde, on est, d'après un petit peu mes études que j'ai faites il y a 1 ou 2 ans, il y avait 150 000 homéopathes dans le monde. C'est pas beaucoup? Homéopathes, si, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Je 15, sais pas. 15 000 en France. Je sais pas par rapport aux médecins, ça donne quoi? Ah, par contre, j'ai pas le nombre de Voilà, médecins c'est total dans voilà. le monde. Bon, Enfin, c'était une simple question, mais quelque part c'est une comparaison entre... alors, on peut dire que 30% de la population française se soigne par l'homéopathie. Oui, d'accord. Donc, 30% c'est énorme. Peut-être un tiers des médecins. Voilà. Oui. 15, alors, oui, 15 000 médecins en France, c'est pas mal. Et il y a combien quand de même consommateurs? 450 millions d'utilisateurs. De consommateurs Oui, de l'homéopathie. d'utilisateurs. Soit grâce à des voies médicales, soit parce qu'ils le font par eux-mêmes. Oui, certains. peut-être aussi, bien sûr. Il y a des familles qui ne se soignent que comme cela. Oui, bien sûr. Ça marche très bien pour toute la famille. Oui. Voilà, et ça marche très bien pour toute la famille. Donc l'homéopathie, on peut dire que c'est une réalité sociale, c'est une réalité qui existe, même si actuellement il y a une volonté de déremboursement qui va peut-être s'atténuer parce qu'il y a des nouvelles recherches qui sont mises en route, mais on peut dire aussi que c'est peu onéreux. C'est une médecine peu coûteuse. Donc derrière, c'est une médecine qui est accessible à tout le monde, beaucoup plus que la médecine que nous avons à l'heure actuelle, qui est extrêmement coûteuse. Même si la sécurité sociale donne l'impression qu'on rembourse tout. Elle est bien plus coûteuse à la base. C'est vraiment pas cher du tout. Anne avait fait justement un livre là-dessus pour étudier les effets de l'homéopathie et au niveau, comme on dit, cette réalité sociale. Et donc, par contre, les caisses primaires n'ont pas tenu compte, ou la haute autorité surtout. La haute autorité de santé qui est régulée d'une manière particulière, probablement, puis avec des règles bien particulières qui sont posées. Ce qui la dérange, voilà, c'est que scientifiquement, ça ne soit pas encore prouvé. Et ça dérange beaucoup de médecins scientifiques. Vous savez, c'est un peu comme l'hypnose. Hein. On est en train de comprendre que ça marche. On s'en sert même au niveau de certaines anesthésies. On s'en sert pour traiter le stress, pour traiter les douleurs. Mais on n'a toujours pas vraiment une preuve formelle. On voit bien qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent en état hypnotique. Mais on n'a pas une preuve formelle de comment ça marche exactement. Mais les scientifiques, les vrais scientifiques sont toujours des gens qui doutent. Sinon on n'avancerait jamais. C'est le principe de la science. C'est de proposer une vérité, de la modifier, d'en proposer une autre, etc. Donc ayons confiance en nos chercheurs. Ayons confiance en nos chercheurs. Surtout à la physique quantique qui peut-être un jour expliquera oui, peut-être l'idée de la physique quantique, des principes en effet de liaison les unes avec les autres. Oui. Alors en France on a un laboratoire, le laboratoire Boiron, qui semble avoir le monopole. On a une grande chance, oui. On a beaucoup de chance d'avoir un laboratoire. De laboratoire français. Oui, d'en avoir au moins un. Voilà. Donc, et c'est grâce à lui que finalement vous avez pu soigner pendant tant d'années avec 80% d'homéopathie, beaucoup de pathologies. Et pour quelle raison avez-vous décidé de vous mettre à former? Alors d'abord, peut-être, pour quelle raison avez-vous choisi Osmose? J'ai choisi Osmose parce que ça correspond tout à fait à mes critères, hein, de soigner sans nuire, sans avoir d'effets secondaires. Comment on dit nocere? Nocere, c'est sans nuire, mais j'ai oublié le premier phrase. Soigner sans nuire. Oui. Je ne me rappelle plus. Il y a une phrase en latin. Moi aussi, mais en plus on l'apprend quand on... Soigner sans nuire. C'est le premier terme qu'on apprend quand on fait nos études. Je ne me rappelle plus de ce terme. Oui. Donc, pour quelle raison vous avez choisi donc Osmose? Parce qu'en effet, c'est soigner sans nuire. C'est très important. Soigner dans la globalité. Soigner dans la globalité aussi, c'est-à-dire considérer qu'une personne, ce n'est pas uniquement un bassin qui ne fonctionne pas, un problème urinaire, problème de cœur, mais c'est aussi une personne dans sa globalité, avec tout ce qu'elle est. Oui, avec son mental, son émotionnel, son hérédité. Et son hérédité, son terrain, etc. Donc en effet. Et pour vous, cette notion de globalité est importante. Par rapport à quoi vous considérez qu'elle est importante, cette notion de globalité? Est-ce par rapport au fait que vous considérez que la santé, ce n'est pas uniquement
avoir un organe qui marche bien ou un organe qui marche mal et tous les autres qui marchent bien? Comment vous considérez la santé? Qu'est-ce que c'est pour vous la santé? La santé, c'est un équilibre, hein. C'est un équilibre. Un équilibre entre le niveau physique, mental et justement émotionnel, comme on disait tout à l'heure, Donc une sorte entre les différents organes. d'homéostasie. Oui, complètement. Voilà, il faut considérer l'homme dans son tout. Dans son tout. Ok, ce qui est en effet très différent de l'ensemble des spécialités qu'on nous présente. Ah oui, on nous découpe. Où on nous découpe un petit morceau comme si on n'était pas un tout. Voilà, tout à fait. Les spécialistes vont s'occuper de votre cœur, mais ils vont oublier que vous avez un rein, donc ils vont vous donner un médicament qui peut nuire à votre rein. Oui, c'est dans ce sens que c'est embêtant. Oui. Mais justement, les médecins généralistes sont là, quelque part, pour pallier à tout ça et arriver à équilibrer l'ensemble. C'est ça. Quand ils ont des pratiques pointues. C'est sûr. D'ailleurs, je crois que c'est notre travail. Récemment, ils ont été reconnus à part entière. C'est-à-dire que maintenant, c'est une spécialité d'être généraliste. Ils sont devenus médecins spécialistes. Voilà, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et c'est eux qui tiennent normalement le lien entre tous les spécialistes. Qui font la synthèse. Qui font la synthèse. Peut-être qu'il faudrait leur donner un rôle encore plus important. Voilà, donc j'ai une autre petite question qui me vient. C'est, vous m'avez dit que donc vous aviez choisi les formations Osmose pour les raisons de globalité, de santé, de vision holistique de la santé, mais vous proposez trois modules aux gens. Le premier module que vous proposez, ce sont les maladies infectieuses en septembre, je crois. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quelle date, je ne les ai plus. C'est fin septembre 18 et 19 septembre, voilà, vous vous en rappelez. Très bien. 18 et 19 septembre. Donc en week-end, ce qui quand même simplifie la vie des gens. Et qu'avez-vous l'intention de leur... En gros, quel est le plan d'action que vous avez prévu pour ces 2 jours où vous allez les initier à ce que sont les maladies infectieuses dans leur ensemble et comment l'homéopathie peut pallier à cela sans phase aiguë ou chronique? Les initiés, on va d'abord parler des différentes pathologies infectieuses hivernales, bien sûr, qui sont la grippe. Il y a aussi, quand on a la grippe, on tousse, donc les bronchites, on va parler des bronchites. Tout ce qui peut nous amener à avoir des problèmes ORL. Il y a les problèmes ORL aussi, oui. Oui, l'hiver, on a beaucoup de problèmes ORL dus au froid ou dus à d'autres pathologies. On va parler aussi des otites chez l'enfant, c'est très important, des angines. Oui, donc là on est encore dans les pathologies respiratoires. Oui, bon, en gros. Et après, je pense que c'est très important aussi en hiver de parler du tube digestif, des pathologies gastro-entérites. Et en gros, voilà. Donc je vais le faire bien sûr en parlant des remèdes qui vont avec, qui soignent ces pathologies-là. On pourra faire des petites scénettes interactives. Les personnes pourront elles-mêmes me donner leur avis au départ, savoir ce qu'elles utiliseraient, ce dont elles ont l'habitude d'utiliser, voilà, dans ces pathologies-là. Et puis à la fin, nous verrons ensemble ce qu'on peut garder, ce qu'on ne peut pas garder, ce qu'elles nous proposeront, et surtout aussi beaucoup insister sur la prévention hivernale. Il faut aussi beaucoup de prévention. Mais en fait, ce qui caractérise quand même la première séance quand on va voir un homéopathe, c'est que ça dure un certain temps. Quand on va voir un médecin généraliste ordinaire, en 10 minutes, on a une liste longue comme ça de médicaments, éventuellement, si on a quelque chose, et puis point, ça s'arrête. Au bout de 10 minutes, on ne le voit plus. On a un peu l'impression, des fois d'ailleurs, de prendre un train, mais enfin bon, ça c'est... On n'a pas vraiment une impression de... Et là, dans le cadre de l'homéopathie, l'anamnèse, c'est l'interview qui est faite au départ, semble extrêmement importante. Pour quel motif est-elle aussi importante? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que vous repérez? Qu'est-ce que ça vous permet de mesurer de différent par rapport à ce qui se passe dans une enquête ordinaire? Alors, je crois qu'on utilise le mot anamnèse, hein, dans une anamnèse ordinaire. Oui. On peut effectivement utiliser beaucoup les antécédents ou les pathologies chroniques, utiliser aussi un petit peu, comment dirais-je, le terrain, ou pourquoi l'enfant veut tomber malade, parce qu'un enfant des fois veut tomber malade parce qu'il ne veut pas aller à l'école, par exemple.
ou parce qu'un frère vient de naître. Donc c'est pratique de tomber malade. Donc il y a quelques remèdes comme la clésis, qui est le remède à la jalousie, qui peut aider à soigner. Ah, d'accord, il y a des remèdes en fonction d'émotions, d'état interne de la personne. Tout remède homéopathique a des symptômes physiques, des symptômes psychologiques. D'accord. Voilà, donc c'était ça aussi que j'avais cru comprendre. Donc dans l'interrogatoire, tout à fait, on est amené d'abord à connaître les antécédents des personnes, et ça nous aide un petit peu à connaître l'évolution de la maladie. Est-ce que sa maladie aiguë fait place à une chronicité quelconque, ou alors tout simplement pour plus tard, dans la prévention, lui donner un remède de terrain qui va l'équilibrer pour tomber malade moins souvent. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, il y a des terrains, il y a des diathèses, non? Des diathèses en... Oui, des diathèses. Il y a des différentes diathèses. J'avais entendu parler des diathèses tuberculiniques, des diathèses syphilitiques, je sais plus très bien. Là, vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les pathologies hivernales, on serait plutôt axé vers des diathèses tuberculiniques. Pourquoi? Qu'est-ce que la tuberculose? Oui, c'est respiratoire et c'est un virus, non, c'est une bactérie. C'est la toux, c'est la fatigue, ah oui, c'est la toux, c'est la fatigue, c'est les symptômes. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on va utiliser des remèdes plutôt qui auraient une évolution qui sont classés tuberculiniques, hein, comme le phosphorus, la tuberculinum d'ailleurs, on a calcara phosphorica. Le phosphore, c'est quelque chose qui brûle, donc ça va plus faire penser au tuberculisme, amaigrissement, toux, etc. La psychose, plutôt utilisée dans des terrains plutôt enfoncés. Enfoncés? Oui, quand on dit terrain enfoncé, c'est des terrains qui ne réagissent plus. Ah d'accord, des terrains qui n'ont plus de réaction, donc qui des gens qui n'arrivent plus à avoir quelque chose qui se met en route au niveau de leur système immunitaire. La psychose, on peut se psychoser justement après avoir pris beaucoup de médicaments, justement. On peut psychoser après avoir pris la pilule. Est-ce que, j'ai une question annexe qui me vient comme ça, Madame Marty, docteur Marty, est-ce que le fait que certaines personnes réagissent moins facilement et moins rapidement à l'homéopathie pourrait être dû à une sorte de, comment dire, de terrain bloqué, d'empoisonnement du terrain? Ce qu'on appelle des barrages. Voilà, un barrage qui est fait au niveau organique, parce que le terrain est tellement mal en point que ça n'arrive plus à passer. Eh bien, c'est tout à fait ce que je développais tout à l'heure. C'est ça la psychose. Ah, c'est ça la psychose. C'est ça la psychose. C'est-à-dire que j'ai eu des enfants, bien sûr, qui venaient pour soigner le terrain. Ils avaient toujours des rhumes, des angines, des otites. Et nous faisions un nettoyage du terrain à cause des vaccinations. La vaccination est vraiment un facteur de barrage important. L'anesthésie aussi, non? Les anesthésies, c'est toute intervention. Chaque fois qu'on injecte dans votre corps des produits empoisonnants. Oui, en quelque sorte. Parce que, mais pourquoi vous dites que les vaccins ça pourrait être des produits empoisonnants? J'ai entendu dire que les vaccins étaient des produits qui permettaient à l'organisme de réagir pour créer des barrages aux virus, aux bactéries. Bien sûr, heureusement que le vaccin, alors là, on ne peut pas parler de barrage, là, c'est pas un barrage. Ah, d'accord, c'est pas un barrage. Formation d'anticorps, c'est actif. Oui, ça c'est actif. C'est actif. Pourquoi des vaccinations pourraient poser des barrages à certains endroits? C'est un peu empirique, c'est un petit peu empirique, mais des personnes à qui vous injectez des vaccins régulièrement. D'abord, ce n'est pas tellement le problème peut-être des vaccins, mais des excipients. Ah, c'est plus ce qui contiennent les vaccins autour. C'est bien possible. Et après, donc, si vous voulez, vous allez toujours faire interréagir sans arrêt votre organisme. Vous avez le stimuler sans arrêt. D'accord. Donc, alors, ça peut faire barrage et ça peut aggraver des allergies. Qu'est-ce que c'est l'allergie? C'est une hyper-réaction à l'extérieur. Et vous venez de stimuler énormément sur leur système immunitaire. Donc, certains vaccins peuvent aggraver des eczémas. Par exemple. En fait, ça peut être aussi les excipients qu'on met dedans, comme des sels d'alumine, où on a eu des preuves évidentes de certains impacts. Ça peut être, ou le vaccin lui-même. On a eu des vaccins génétiquement modifiés qui étaient des super antigènes, par exemple, pour l'hépatite B. Et ça peut être... c'est peut-être pas le fait d'utiliser un seul vaccin, c'est la répétition, c'est le fait d'en utiliser beaucoup à la fois. Donc de faire plusieurs fois une sorte de forcing de réaction. Il faut comprendre que l'organisme, quand on est neuf. Oui.
Et plus on avance dans la vie, plus on reçoit des produits et des vaccins qui sont des substances extérieures à nous. Donc nous allons réagir. Ou même d'autres types de substances, parce qu'il y a beaucoup de substances qui sont extérieures à nous. Oui. On a maintenant ces fameux entre guillemets pesticides dont on s'est rendu compte qu'il y avait des perturbateurs endocriniens importants, on ne sait pas trop comment faire, qui s'accumulent dans les organismes. Voilà, qui sont... Et notons aussi la pilule, qui est un... Ah, et puis la pilule, puisqu'il y a eu beaucoup de sortes de pilules depuis le début. Hein. La pilule, c'est des oestrogènes, la progestérone, justement, font grossir et tout, ça, on est aussi dans la psychose. Oui, et alors est-ce que, par exemple, les produits comme les neuroleptiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs, ils vont provoquer un peu des psychoses aussi à un moment donné, si on ne nettoie pas l'organisme régulièrement. Bien sûr. Par contre, en nettoyant l'organisme régulièrement, certainement qu'on arrive à en éliminer une grande partie. Alors, nettoyer, c'est bien. Ah, c'est mais pas suffisant. Arrêter, c'est surtout bien. Ah oui, arrêter, c'est mieux. Arrêter, c'est mieux. C'est pas toujours simple. Oui, parce que nettoyer, pour nettoyer, pour aider... Pour drainer, quoi. Voilà, pour drainer votre foie, il faut qu'il soit compétent, votre foie. S'il a été bousillé par une hépatite médicamenteuse, on aura du mal à le relancer. Oui. Donc, le plus important au départ, c'est de faire diminuer les traitements agressifs. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pu faire pendant que je travaillais en tant qu'homéopathe, et c'est ça qui était satisfaisant. C'est de voir les gens diminuer petit à petit des médications importantes. Oui. Et se nettoyer par la même occasion, parce que l'organisme reprend. Voilà, il s'auto-nettoie, il est remarquable, l'organisme. Bien sûr. Remarquable. Bien. Alors, donc, c'est une médecine que je qualifierais d'intégrative, qui est loin d'être en contradiction avec la médecine allopathique, qui peut être considérée comme une médecine de l'urgence, à certains moments. Par exemple, quand on se fait piquer par une guêpe, Apis, c'est bien. Très efficace. Et antihistaminium, c'est très bien. Moi, il n'y a pas très longtemps, mon conjoint s'est fait justement piquer par 5 guêpes. Et il a utilisé ça, ce qui l'a soulagé immédiatement. Et par la suite, il a même fait quelque chose d'autre. Il a même utilisé l'aromathérapie. Bien sûr. Il a utilisé le titri, et ça a tout arrêté. Bien sûr. Donc, franchement, ce sont des médecines intégratives, toutes ces médecines. Et il est intéressant de pouvoir les amener à la disposition des personnes. C'est pour ça d'ailleurs que vous faites tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi une association pour former un petit peu les personnes, parce que à Toulouse, il n'existe que des écoles qui forment les médecins ou les pharmaciens. Et comme maintenant, on a un petit peu arrêté tout ça, bien sûr. En partie, on a donné un coup de frein. Il y a de moins en moins d'homéopathes. Il y a de moins en moins d'homéopathes, et donc important que ce savoir ne se perde pas et puisse continuer à se transmettre. Et surtout avec des experts. Bien sûr. Bien sûr, on ne veut pas être une école d'homéopathie, mais derrière, ça permettra aux gens de travailler sur toutes ces choses-là. Oui, je pense que la formation que je peux amener à donner va permettre aux gens de mieux se connaître, de mieux choisir l'homéopathie, les indications, les contre-indications. Il faut savoir aussi connaître les limites de l'homéopathie. Ça c'est important aussi, et c'est pour ça qu'il faut un expert là-dedans, pour l'expliquer aux personnes. Mais quand on connaît les limites, c'est une thérapeutique extraordinaire. Alors nous avons bien compris que c'est une thérapeutique extraordinaire, et nous retrouverons le docteur Marty pour nous parler début janvier des allergies saisonnières qui sont vraiment importantes, ou même des allergies tout court qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et ensuite, un peu plus tard, vous nous parlerez du stress, des troubles psychiques éventuels, modérés, bien sûr, et puis peut-être d'autres choses encore, parce que l'homéopathie, les insomnies, voilà, c'est important. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir. Et ça donnera lieu à une ou deux formations encore par derrière, des ateliers de formation qui pourront être renouvelés l'année d'après, d'ailleurs, pour les gens que ça intéressera. Pour compléter. Pour compléter, absolument. On peut même faire une formation que sur le terrain. Ça peut être très intéressant. Ah oui, ça peut être aussi très intéressant de comprendre quel est son terrain, d'arriver à le repérer. De connaître son remède de fond. Voilà, et de connaître le remède de fond. Ça, c'est encore une autre formation qui sera à disposition des personnes. Riche et complexe. Voilà, riche et complexe l'année prochaine. Je vous remercie, Dr Marty, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Osmosez-vous. Merci beaucoup.